Le management interculturel, c'est une discipline qui nous fait passer de la tolérance à la reconnaissance. Je m'appelle Philippe Pierre et je suis passionné par la recherche interculturelle et plus spécifiquement par le management interculturel. Alors j'ai pu prendre contact avec cette discipline à travers trois chemins. Le premier, c'est comme DRH dans des grands groupes, des grandes structures. Le deuxième, c'est l'enseignement, à l'Université de Dauphine notamment et à Sciences Po. Et le troisième, c'est la recherche, notamment ma thèse de doctorat qui portait sur les expatriés. Comment, quand on est envoyé à l'international ou quand on choisit l'international, on parvient à trouver en fait en confiance des ressources qui nous font réussir. Et donc, c'était il y a une vingtaine d'années que j'ai eu le bonheur de soutenir cette thèse. Et depuis, j'ai écrit une quinzaine d'ouvrages dans le champ de l'interculturel. Et je me définis en quelque sorte comme quelqu'un qui pratique la transdisciplinarité. Il faut croiser les regards, croiser les savoirs, un peu comme on superpose des calques. Le champ de l'interculturel et particulièrement du management interculturel, c'est un champ en fait de création de valeur. Et donc, ce que je dirais à des entrepreneurs, mais aussi des managers, des partenaires sociaux, des personnes qui n'ont pas encore été en contact avec cette discipline, je leur dirais qu'il est très important de comprendre pourquoi, en fait, quand deux personnes se font face, elles n'ont pas toujours en tête les mêmes référentiels, les mêmes valeurs, les mêmes attitudes et les mêmes comportements. Alors, ça peut être lié à leur origine, à leur parcours de vie, et puis à d'autres aspects aussi, régionaux notamment, ou de culture d'entreprise. Donc, le management interculturel, c'est pas simplement comparer, c'est vouloir comprendre. Et c'est très utile quand deux entreprises se font face et qu'elles ont été l'objet de rapprochements, fusion, acquisition, alliance ou joint venture. Pourquoi des années plus tard, on continue parfois de s'appeler les ex-de ou les rouges et les jaunes? C'est bien qu'il y a une dimension de culture, mais il y a aussi une dimension d'identité professionnelle à comprendre. Le champ de l'expatriation. Moi, j'ai travaillé, on envoyait, je vous jure que c'est vrai, des fax à distance. Et quand en Afrique subsaharienne ou au Canada, on recevait ces fax, du temps s'était passé. Et puis, j'ai vu comme ça, année après année, une évolution. L'expatrié a vu à ses côtés une population d'impatriés, quelqu'un d'identifié comme dans une filiale comme un talent, loin du siège, et qui vient au siège, en quelque sorte, se former et apprendre sur nos méthodes de fonctionnement. Et puis, j'ai vu émerger aussi, dans les années 80-90, une personne d'origine chinoise travailler pour la filiale allemande d'un groupe français supposé mondial. C'est un troisième temps. Et aujourd'hui, dans notre quotidien, et c'est passionnant, et en même temps c'est exigeant, je vois monter en puissance, et donc il s'agit de le comprendre, des réunions qui se font en équipe déspatialisée, et une nécessaire compréhension de deux dimensions au moins. Le rapport au temps. Qu'est-ce qui fait qu'en certaines situations, on comprenne plus ou moins bien un délai, une astreinte, un retard? Le rapport à l'espace. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il m'a dit ce qu'il m'a dit en me prenant la main, en me regardant les yeux dans les yeux et en s'approchant de moi? Eh bien, dans le quotidien de nos existences, les entrepreneurs ont tout à fait intérêt aujourd'hui à mieux comprendre ces réalités d'un temps qui devient en fait bouleversé et d'un espace qui se multiplie. En ce moment-là, je suis avec vous, mais potentiellement, je pourrais être avec d'autres personnes en même temps à travers des écrans. Et donc, c'est cette réalité-là qui est magnifique et qu'on va appeler déspatialisée. Le management interculturel, c'est une discipline qui nous fait passer de la tolérance à la reconnaissance. C'est une discipline qui nous fait passer de la coexistence, on se craint un peu, mais on travaille ensemble, à la meilleure connaissance de ce qui fait chez toi quelque chose qui est étonnant pour moi, mais qui fait que non seulement je t'accepte, mais on va créer ensemble de la valeur. Je suis très sensible à cette notion de talent. Pour moi, une personne talentueuse, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas d'adresse postale, elle n'a pas en fait un seul parcours. Elle va se développer comme talentueuse si son environnement est apprenant et si on encourage chez elle une éducation d'audace. Et donc, une personne talentueuse, pour moi, c'est d'abord quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui va te percuter dans tes évidences, et notamment culturelles. Et c'est pour ça que je fais ce lien avec le management interculturel. C'est quelqu'un qui va pouvoir, par exemple, comme je l'ai connu quand j'étais DRH, me demander, alors que la personne vient en entretien de recrutement, « Monsieur, est-ce que je dois venir en CDI travailler chez vous tous les jours ?»
Je dois dire que j'avais dû faire preuve d'étonnement volontaire, de capacité à suspendre mon jugement, qui sont des vertus du management interculturel. Et puis, quelques minutes plus tard, cette personne avait ajouté « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise ?» Alors là, j'avais fait un petit pas de côté et puis j'avais dû associer analyse des talents et qualités qui sont ceux des interculturalistes. Suspension de jugement, distanciation du regard, pratique de l'étonnement volontaire. Et donc, un talent, c'est quelqu'un de différent pour moi. La deuxième chose, ce n'est pas un éternel espoir. On peut connaître des champions du monde de l'entretien de recrutement, mais ils ne délivrent jamais de résultats. Un talent, c'est quelqu'un qui performe à un bon niveau de contribution. La troisième caractéristique que je vous propose, elle est plus originale, je crois, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'écoute active et qui a pu, en fait, parce qu'il l'a entendu, transférer ensuite tour de main, bonne pratique et coup d'œil. D'ailleurs, un talent, quand il quitte l'entreprise ou quand il quitte l'institution, on s'en souvient encore. Un talent est dans l'énergigramme. Et le management interculturel m'a toujours invité à me méfier des organigrammes. Trop vite tracés, trop vite définis, sur la base en fait du mimétisme et de l'entre-soi. Un talent, c'est quelqu'un aussi de chronophage. Il me prend du temps parce que, dans le meilleur des cas, je compte pour elle ou pour lui comme un aimant opportunité, un carnet d'adresses sur pattes. Un talent, c'est quelqu'un d'énergivore. Il me percute dans mes évidences. C'est un point très important en interculturel. Et un talent, c'est quelqu'un de ressourçant. C'est quelqu'un qui m'amène à voir mes projets, mon activité, mon développement futur sous un autre angle. Et ça a un prix. C'est celui de la protection des profils atypiques. Et là, j'invite notamment à lire le beau livre de Norbert Alter, La force de la différence, itinéraire de patrons atypiques, qui fait partie des excellentes ressources bibliographiques sur cette belle question du lien entre gestion des talents et management interculturel. La question des stratégies identitaires est très importante pour moi. J'ai été sensible très tôt à l'héritage de Carmel Camilleri, psychologue culturel. En fait, dans la discipline de l'interculturel ou du management interculturel, souvent on compare. On compare deux pays, on compare deux trajectoires. Et donc on a un axe et on doit se positionner sur l'axe. Cette posture est très utile. Elle invite à comparer. Une autre posture qui est très intéressante, c'est comprendre. Pourquoi on a autour de nous de moins en moins de personnes qui acceptent de se mettre sur un axe, c'est-à-dire d'être vu par les autres comme uniquement originaire d'un pays et la femme ou l'homme d'un passeport. Connaître l'origine de quelqu'un, c'est pas connaître ses processus d'appartenance et encore moins son identité culturelle. La notion de stratégie identitaire, ça part d'un fait très simple, très concret. Un homme, par exemple, qui vous dit « voilà, j'ai deux passeports ». Dans la main gauche, il a le passeport des États-Unis. Et il vous dit avec gentillesse, ça c'est l'humanité dans l'enfance, avec un peu de cynisme. Et puis dans l'autre main, il a le passeport de l'Inde, qui est aussi son pays de cœur et de destin. Et là, il vous dit, en prenant ce passeport, ça c'est l'enfance de l'humanité. Et en rassemblant les deux passeports, la personne te dit, moi je suis les deux. Je ne suis pas ça ou ça, je suis ça et ça. Pas tout à fait d'ici, pas tout à fait de là-bas, mais ici et là-bas en même temps. Pensons à nos enfants, nos petits-enfants demain, qui seront nés au fil de nos pérégrinations dans un pays, vivant dans un système éducatif particulier, et puis devenant nomades, auront d'une certaine manière avec eux une identité qui va devenir plurielle. Et ces jeunes-là, demain, feront des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Ça, c'est la belle notion que j'associe aux stratégies d'identité, c'est celle d'archipel, qui nous font passer de la pyramide au réseau, du monde du « où », dans l'obsession classificatoire, on veut toujours mettre les gens dans les cases, à la perspective qui est très riche et très féconde, de non forcément toujours connaître à l'avance la manière dont l'autre fonctionne, ça à mon avis c'est un danger. Parler de choc, c'est un peu limitant, mais s'intéresser aux bonnes raisons d'agir, quelque chose qui nous amène à l'imprévisible. C'est ça aussi l'interculturel. Je vais le synthétiser avec ces mots de Claude Lévi-Strauss, après de 100 ans. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir soi-même, patiemment, aux bonnes raisons des autres.